Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères est en visite en Côte d'Ivoire. Jean-Yves Le Drian a échangé aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Jean-Yves Le Drian qui était aussi à Yamoussoukro avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Désormais en Côte d'Ivoire, les étudiants pourront obtenir les diplômes français et ivoiriens. Yamoussoukro devient un hub franco-ivoirien pour l'éducation. 18 octobre 1905, 18 octobre 2018, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans aujourd'hui. Cette année décrétée année Félix Houphouët-Boigny par la fondation qui porte son nom. Un colloque se tient à Yamoussoukro. Il aurait eu 113 ans aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905. Dans ce journal, nous reviendrons sur ce qui a marqué ce jour anniversaire. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères est en Côte d'Ivoire. Jean-Yves Le Drian a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef de la diplomatie française ont abordé au cours de cet entretien les questions bilatérales et africaines. Jean-Yves Le Drian qui apporte le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme. Il s'est rendu à Jacquesville, à 60 km au sud-ouest d'Abidjan. Dans cette localité, bientôt une académie internationale de lutte contre le terrorisme, un centre qui permettra aux pays africains d'avoir une expertise afin de lutter efficacement contre cette nébuleuse. Des précisions avec Abou Sanogo. Dans 10 mois, sortira des terres de Mokonyere, village abrébi à Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, cette académie permettra aux pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme, en ayant la capacité d'anticiper et d'avoir du personnel formé dans l'identification des réseaux terroristes. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont procédé au lancement des travaux de la dite académie. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La particularité, c'est le fait que cette académie réunira tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit des acteurs qui viennent du monde du renseignement, des unités spécialisées des forces armées, des forces de sécurité intérieure ou encore du monde judiciaire, pour qu'il y ait une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme. Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Ici, donc, sera cette académie. Elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares. Il comprendra 2 espaces, l'un dédié aux bâtiments de l'Académie, avec un poste de commandement, des bâtiments académiques, dont un amphithéâtre de 200 places, ainsi que des logements. L'autre dédié à l'entraînement des unités spéciales, avec un village de combat et une zone nautique. De Jacquesville, direction Yamoussoukro, notre capitale politique devient un hub franco-ivoirien pour l'éducation. Ce hub permettra aux étudiants d'étudier en Côte d'Ivoire et d'obtenir le double diplôme franco-ivoirien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre français Jean-Yves Le Drian ont procédé au lancement de cette plateforme. Alexis Ouedraogo. INPHB de Yamoussoukro ce jeudi.
Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a à ses côtés le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils viennent officiellement lancer le hub franco-ivoirien pour l'éducation. Avec cette plateforme, les étudiants africains dans la sous-région peuvent désormais se former ici en Côte d'Ivoire et obtenir leur double diplôme. Ces partenariats, c'est la possibilité, par exemple, pour un étudiant de Bouaké, tout en passant son master ivoirien, d'obtenir le diplôme de l'université française partenaire, ou pour un étudiant du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, de passer en même temps une licence professionnelle française et une licence professionnelle ivoirienne. Et comme les étudiants ivoiriens ne manquent pas de potentiel, les résultats sont au rendez-vous. Présents pour ce jour, plusieurs responsables de grandes écoles françaises et ivoiriennes allant des domaines de l'aviation aux relations internationales. La France n'entend nullement fermer les portes de ses universités aux étudiants africains, mais nous pensons que notre mission est aussi d'aider la jeunesse africaine à trouver chez elle une offre de formation adaptée à ses besoins. L'initiative sera aussi l'occasion de renforcer l'assise de la francophonie. Entre autres atouts considérables, la mobilité des cours, la promotion de l'ouverture sur le monde. Il s'agira de nous engager tous ensemble vers des nouveaux modèles, de travailler, d'étudier, de vivre ensemble en adéquation avec les objectifs d'excellence et de performance visés par la création du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Une série de signatures d'accords entre établissements français et ivoiriens a eu lieu avant la visite guidée du site, occasion pour le chef du gouvernement de discuter avec les étudiants en master Big Data en classe prépa et ceux de l'école supérieure d'agronomie. Vous avez des Ivoiriens qui ont aujourd'hui un diplôme d'ingénieur en Côte d'Ivoire, qui est en même temps reconnu donc, au niveau des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir vu donc, dans les exposés qui nous ont été faits, des étudiants donc, français qui viennent terminer leurs études donc, ici en Côte d'Ivoire et ça me paraît vraiment formidable. Le père fondateur de la nation ivoirienne le disait, il faudrait que nous laissions à la génération future plus que nous avons reçu à l'exercice. Bonne note pour le gouvernement. Les gouvernements français et ivoiriens ont signé un accord de siège. Il porte sur le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Herman Guivet. L'accord de siège entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est signé. En quoi consiste concrètement cet accord ? C'est un accord d'entente qui a tous les avantages d'un accord de siège et qui protégera donc les personnels expatriés de CIRAD, un peu dans le même esprit que nous l'avons fait pour les personnalités d'Expertise France il y a quelques mois à la faveur de la présence du secrétaire d'État en Côte d'Ivoire. Le CIRAD est un établissement public français à caractère industriel et commercial. Depuis 1989, il bénéficie de facilités fiscales et douanières en Côte d'Ivoire, n'ayant pas la qualité de mission diplomatique, d'organisme international ou d'organisation non gouvernementale internationale. C'est au bout de plusieurs échanges entre parties ivoiriennes et françaises que cet accord est finalement signé. Nous signons l'accord avec le CIRAD, qui est un bon accord qui valide l'expertise française et qui inclut le CIRAD dans les enjeux de développement et de croissance de votre pays. Le protocole d'entente validé par les deux parties, il entre en vigueur à la date de sa signature. 2018, année Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, une décision prise par la fondation qui porte le nom du père de la nation. Pour marquer cette date, un colloque international se tient sur 3 jours à Yamoussoukro. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le reportage de Léon Brou. Déborah, master de sociologie, et Célestin, docteur en histoire, les 2 lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche 2018. J'ai toujours voulu travailler sur les relations internationales de la Côte d'Ivoire, l'histoire des relations internationales de la Côte d'Ivoire. Et le professeur Deroux nous a confié ce sujet-là. Et ça a été vraiment une aubaine pour nous, que nous avons vraiment saisi. En dépit de toutes les difficultés, nous avons foncé parce que c'était une passion. Je suis vraiment honorée et vraiment très fière du travail parce que ça n'a pas été facile, mais
avec l'acharnement, le soutien de tous les chers maîtres et tous les autres collègues aussi, on a pu aboutir à ce résultat. Cette remise de prix ce 18 octobre marquant le 113e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny à l'ouverture du colloque sur son œuvre de paix. 3 jours pour restituer et identifier les repères et ressources pour consolider l'héritage de paix, ce vrai héritage légué par Félix Houphouët-Boigny. La paix est non seulement souhaitable, mais possible si nous agissons par la réflexion et l'action à sa sauvegarde, à son maintien et à sa promotion. Et comme nous y exhorte Félix Houphouët-Boigny, je cite, « Puisse le 21e siècle être celui de l'Afrique, d'une Afrique unie qui apportera au monde, avec les fruits précieux de sa sagesse millénaire, de nouvelles raisons de croire en la pérennité de la race humaine et à sa grandeur. » Cette grandeur, comme en témoigne le PDCI-RDA, la famille politique qui l'a fondée, Félix Houphouët-Boigny, en a fait montre. Félix Houphouët-Boigny a laissé à notre pays, le PDCI-RDA, mais mieux encore, des valeurs cardinales que représente l'oufouettisme, fondées sur le partage, la solidarité, la fraternité et la justice sociale. Témoignage aussi du vice-président parlant au nom du président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan indique les efforts de la classe politique actuelle pour préserver l'héritage de paix de Félix Houphouët-Boigny. Il s'insurge contre les violences des récentes élections locales, comme pour marteler l'urgence à consolider cette paix. Le président de la République condamne avec la plus grande fermeté ces violences, dont il conviendra le moment venu de situer les responsabilités à travers les voies appropriées, notamment judiciaires. Mais d'ores et déjà, c'est en considération de ces tristes événements qu'il faudra que ce colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny identifie les clés contribuant à l'avancement de la paix dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens. C'est l'héritage premier que nous a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait, je cite, « La paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Ce colloque, un pan de la commémoration du 25e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, il mobilise plus de 100 participants d'Afrique et d'Europe, tous de la communauté scientifique. Et on l'a dit, le président Félix Houphouët-Boigny a longtemps œuvré pour la paix dans notre pays. Les Ivoiriens gardent encore de très bons souvenirs de ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Témoignage Sidonie Davila. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans ce 18 octobre. Celui que le peuple surnomme le sage, le père de la nation, est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Affectueusement appelé Nanan Boigny, il est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960. Il est encore dans les mémoires. Et avec lui, vraiment, nous avons vécu des moments exceptionnels. Étant en Côte d'Ivoire, un pays de paix, un pays d'harmonie, de gaieté et tout. En tout cas, avec le temps de Félix Houphouët-Boigny, on a vécu beaucoup de choses mémorables qui resteront des souvenirs vraiment gravés. C'est quelqu'un qui avait donc une vision pour le pays. Il avait donc mis en place la direction des grands travaux, qui est maintenant le BNET, et qui a élaboré donc toute la stratégie de développement du pays. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on a perdu. Je pense que c'est l'image la plus remarquable, la plus nette qu'on retient de lui. Né le 18 octobre 1905, Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. Aujourd'hui, 25 ans après son décès, les plus jeunes, qui ne l'ont connu qu'à travers les ouvrages et les témoignages des proches, restent admiratifs. Je n'étais pas née, mais j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui nous a permis d'être indépendants aujourd'hui. Et c'est un modèle pour nous. Franchement, si nos politiciens aujourd'hui pouvaient regarder un peu en arrière et voir comment est-ce que ce grand homme-là dirigeait la Côte d'Ivoire, essayer de tricher un peu, ça serait bien. Planteur, chef traditionnel, médecin et leader syndical, le premier président ivoirien a été député ivoirien en France et ministre du gouvernement français. Il a également, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire,
était maire d'Abidjan, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre avant de devenir en 1960 le premier président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et domine jusqu'à la fin de sa vie la scène politique de la Côte d'Ivoire, son pays. Toute sa vie durant, il est resté attaché à la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue. L'ONU veut consolider la paix en Côte d'Ivoire. Une mission de l'Organisation des Nations Unies est à Abidjan. Elle a échangé hier avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, Jérôme Kofi Abolin. Ils sont tous au service de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Tous, ils sont membres d'une délégation en mission d'évaluation sur la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'ils ont rencontré ce mercredi le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui, pour la circonstance, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. On a utilisé cette opportunité pour transmettre notre gratitude, je parle en tant que président de la Commission pour la consolidation de la paix des Nations Unies, pour tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour les Nations Unies, au sein des Nations Unies, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre vraiment très actif de la Commission pour la consolidation de la paix. C'est un exemple à suivre, des exemples qui peuvent être disséminés dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire est pas seulement un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays très important, c'est un pays avec un grand potentiel, c'est un pays qui donne d'une certaine manière le ton dans la région et est aussi un contributeur important pour la paix et la sécurité, pas seulement en Afrique, mais au niveau des Nations Unies, parce que vous avez une contribution significative dans les missions de maintien de la paix. Ces responsables onusiens sont en Côte d'Ivoire pour y passer 2 jours à compter de la journée du 17 octobre 2018. L'objet de leur mission est de faire un suivi de la coopération des Nations Unies avec la République de Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de l'appui aux priorités du pays dans le domaine de la consolidation de la paix si chère aux Ivoiriens. Dans les pays en développement, 90% des décès sont liés à la pollution. C'est ce qu'indique une étude de l'Union européenne. Elle concerne aussi la Côte d'Ivoire, mais également plusieurs pays de la sous-région. Les explications de Grace Kando. 9 morts sur 10 sont imputables à la pollution de l'air dans les pays en développement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la tendance, l'Union européenne a conçu un projet dénommé DASIWA pour mieux comprendre les impacts de la pollution en Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions nocives. Malheureusement, des études sont faites en Europe et très peu en Afrique de l'Ouest. Et ce projet essaye justement et comprendre concrètement comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui vivent entre la région du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire. Des études ont été menées par des experts nationaux et internationaux. Il ressort qu'à Abidjan, 3 secteurs ont un niveau de pollution élevé, à savoir la décharge d'Aquedo, le trafic routier et le feu domestique. Il y a des foyers améliorés qui existent. Ces fours-là permettent de réduire les émissions, de réduire les quantités de combustible qu'on utilise. Le gouvernement peut prendre l'initiative de financer ces foyers améliorés qui sont beaucoup plus chers que les fours classiques qu'on vend, réduire même la quantité de bois, préserver la forêt. La mauvaise qualité de l'air a des effets sur la santé. On peut citer entre autres l'asthme, l'allergie et les troubles respiratoires. Nous avons reçu plus de 50 000 patients qui sont venus à l'hôpital et plus de 10 000 personnes ont expliqué, n'est-ce pas, aux médecins qu'ils avaient des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques et des problèmes cutanés. En plus de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont aussi concernés par cette étude qui a duré 5 ans. La Côte d'Ivoire veut se doter d'un document de politique nationale dans le secteur de la communication
et médias. Les acteurs sont en réflexion à Grand Bassam. Ils vont apporter la meilleure orientation dont nous parle Isaïe Tchona. La Côte d'Ivoire, bientôt dotée d'un document de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Des experts du secteur sont à Grand Bassam pour élaborer une stratégie en vue de développer les domaines de la presse, de l'audiovisuel, des nouveaux médias, de la communication publicitaire et le porte-parole. Les modèles économiques des médias ont largement évolué. Il est également plus facile de créer n'importe quel support et je peux même dire sans autorisation et quasiment sans grands moyens avec un rayonnement transfrontalier. La liberté technologique impose un contenu qui ne respecte pas forcément les règles déontologiques. Nous vivons en somme une dictature de l'instant et surtout du sensationnel. Dans un tel environnement, comment garantir un équilibre général qui permette à nos médias de bénéficier pleinement de ce que les nouvelles technologies offrent en termes d'opportunités, tout en préservant l'âme et l'équilibre des différents métiers de l'écosystème ivoirien afin que les médias remplissent effectivement leur mission de régulateur social. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va se doter d'un tel document. L'initiative est donc saluée par le ministre Bruno Nabagné Koné, représentant le Premier ministre. La Côte d'Ivoire qui gagne doit d'abord gagner avec le secteur de la communication et des médias. Cela est logique parce que vous avez, entre autres, le devoir de relayer tout ce qui se fait pour la transformation de notre pays. C'est pour cela que nous continuerons d'accorder une attention toute particulière à l'épanouissement de nos médias. Je voudrais donc ici réitérer notre volonté, celle du gouvernement, de toujours nous appuyer sur la responsabilité collective, celle qui donne à notre pays l'énergie pour se développer et pour préparer l'avenir en toute confiance. Le document de politique nationale de la communication et des médias en voie d'élaboration prendra en compte la période 2018-2023. Cette rencontre des experts de la communication s'achève ce vendredi à Grand Bassam. Un centre de classement du coton inauguré à Boaké, un centre qui a coûté 650 millions de francs CFA. Kader Sodogodogo nous dit qu'il va contribuer à restaurer le label du coton ivoirien. La production de coton-graine à l'issue de la campagne 2017-2018 a atteint les 413 205 tonnes avec un rendement de 1263 kg à l'hectare. Le défi de relever la production cotonnière après la décennie de crise s'affiche au fil des ans. Dès lors, le défi du repositionnement du coton Made in Côte d'Ivoire à l'international s'impose. Il va passer nécessairement par l'aspect qualité. Le pays se donne désormais les moyens d'atteindre cette qualité. Le tout premier centre de classement de coton de Côte d'Ivoire 3CCI vient de voir le jour à Boaké. C'est au centre du pays. Le centre de Côte d'Ivoire a pour mission principale de confectionner les types de ventes nationaux et de déterminer de façon objective les caractéristiques commerciales, la marque, la longueur de soie, le micronet de toutes les balles produites en Côte d'Ivoire conformément aux normes internationales. Le centre contribuera à terme, de manière active, à restaurer le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Le centre, qui a coûté 650 millions de francs CFA, est le fruit d'une santé de fer entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Union européenne. Il vient à propos pour mettre en exergue la vision du gouvernement de confirmer l'agriculture comme le poumon de l'économie ivoirienne. Si nous avons pu parcourir ce chemin, ressusciter cette filière, la remettre sur pied, la faire marcher à nouveau. Et bientôt, nous allons la faire courir. Et pour la première fois, elle va s'envoler, toujours avec le soutien de l'Union européenne. Les producteurs ivoiriens, de quelque filière qu'ils soient, ont des produits dont la qualité est de classe mondiale. Ce centre sera géré au quotidien par l'Intercoton. Le centre a une capacité d'exploitation de 10 000 échantillons par jour. Il emploie
37 personnes et est doté de salles spécialisées avec du matériel de dernière génération. Son inauguration s'inscrit dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée JIAD 2018. Hello, jeune Ivoirien en France depuis 2001, réalise des portraits avec le chocolat. Il a été découvert à l'occasion du Salon du chocolat en septembre dernier. Depuis 2001, il vit son rêve. Hello a livré des secrets à Patricia Omouetia. L'agrotourisme met en relation des producteurs agricoles et des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Des touristes curieux de s'initier à l'agriculture ainsi qu'à la découverte de nouveaux produits, notamment le processus de transformation du cacao en chocolat. Ici, dans ces ateliers, Paul, maître chocolatier, nous explique le processus. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse, exceptionnelle. Elle ne coupe pas les riz. Une histoire qu'il continue de raconter à travers le monde entier dans tous les salons de l'industrie touristique. Des rendez-vous importants pour les acteurs du tourisme qui ont toujours suscité la participation de notre pays, la Côte d'Ivoire, à ces salons. Avec son chocolat, le stand ivoirien est toujours pris d'assaut par des files de dégustation. Le chocolat, certains le dégustent, d'autres le travaillent. C'est le cas d'Hello, portraitiste, jeune ivoirien qui vit en France depuis 2001. Fruit de l'école des beaux-arts d'Abidjan, il réalise des portraits avec du chocolat. C'est M. Sommet qui m'a fait participer en 2001 au salon du chocolat. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un dessin avec du chocolat. Oui, les gens aiment bien parce que c'est quelque chose d'original. C'est rare de voir quelqu'un qui dessine avec du chocolat. Et donc les gens apprécient beaucoup, oui. Il y a de l'engouement en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, à l'occasion du Salon professionnel du tourisme de Paris, Hello se retrouve sur le stand ivoirien pour faire montre de son savoir. 30 minutes chrono pour faire le portrait de la représentante du ministre du Tourisme à ce salon. Depuis l'enfance, c'est quelque chose qui s'est fait inconsciemment et à la suite, il m'est venu que voilà, je peux en faire mon métier, quoi, je peux en vivre. Je travaille beaucoup sur le visage. Oui, parce que je suis portraitiste et sinon, voilà, ma peinture, c'est ça. Beaucoup sur le visage. Photocopie ou copie conforme? Je suis très impressionnée. Le portrait est très ressemblant. En plus, fait à partir avec du cacao. Et ce sont des activités qui sont à encourager. Des personnalités, des célébrités ont vu leur visage immortalisé par Hello avec le chocolat. Les portraits à base du chocolat sont aussi durables que ceux réalisés avec des pinceaux et des crayons, explique Hello. Environ 50 € pour un portrait avec ou sans la photo. Hello affirme qu'il gagne bien sa vie. Grâce au chocolat, bien sûr. Dans le reste de l'actualité ce soir, un tour hors du pays, direction l'Algérie, le Bénin et l'Éthiopie. Dans ce pays, le Premier ministre félicité pour la parité dans son gouvernement, Laurent Sacho, Herman Bivet. Des institutions internationales dans l'Union africaine ont félicité le Premier ministre éthiopien pour avoir nommé une équipe composée autant d'hommes que de femmes. Selon l'Union africaine, c'est un pas important vers l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Des femmes ont reçu des portefeuilles clés comme celui de la paix, du commerce, de l'industrie et de la défense. L'Éthiopie est devenue le deuxième pays africain, après le Rwanda, à faire de la parité totale une réalité irréfutable de l'histoire du continent. Accusé de trafic de cocaïne, Sébastien Ajavon, principal opposant du président béninois Patrice Talon, ne compte pas se rendre à son procès prévu ce jeudi à Cotonou. Sur la recommandation de ses avocats, Sébastien Ajavon a décidé de ne pas comparaître en personne lors de cette audience, compte tenu des graves irrégularités de la procédure qu'il dénonce. Sébastien Ajavon avait été arrêté en octobre 2016 après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne, d'une valeur de 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Relaxé au bénéfice du doute et pour absence de preuves, il y a 2 ans, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes compte bien entendre l'opposant, à nouveau jugé pour trafic de drogue international à haut risque.
À l'issue d'une réunion extraordinaire, les membres du bureau de l'Assemblée nationale algérienne ont déclaré vacant le poste de président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, jusque-là occupé par Saïd Bouhadja. 5 chefs des groupes parlementaires issus de la majorité du Front de libération nationale ont exigé la démission du président de l'APN dans une pétition signée par 351 députés sur les 462 que compte la première chambre du Parlement algérien. Ils lui reprochent des dépassements et violations enregistrés au sein de l'institution législative. Malgré ces fortes pressions, Saïd Bouhadja refuse de démissionner, qualifiant de farfelues les accusations portées contre lui. Il dit attendre une injonction du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, avant de se retirer. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.